Bonjour à tous, donc Julie Marty, je suis pharmacienne au CHU de Pointe-à-Pitre. Nous allons aborder un sujet qui traite du VIH et de la prévention de la transmission mère-enfant. Alors, il faut tout d'abord définir ce qu'on appelle la transmission mère-enfant, même si c'est assez intuitif. C'est donc la transmission du virus, ici donc du VIH, d'une mère séropositive VIH+, à son enfant, que ce soit pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. En quelques chiffres, en France, il y a 2 grossesses sur 1000 qui concernent une femme VIH+. Ça représente environ 1500 naissances par an. Sans intervention, le taux de transmission est très variable selon les régions du monde, entre 15 et 45%. Pour l'extrême maximum, c'est l'Afrique subsaharienne avec 45% de transmission mère-enfant quand il n'y a pas du tout de prévention et d'intervention humaine. Alors qu'en Europe, on est entre 15 et 20%. On sait que cette intervention, lorsqu'elle est efficace, les taux peuvent passer en dessous de 5%, et notamment en France où le taux est actuellement à 0,5%. Les échecs actuels sont d'ailleurs des échecs de prise en charge, mais pas des échecs de patients sous traitement. La transmission du VIH peut avoir lieu soit après la 12e semaine d'aménorrhée, avec un risque évalué à 25%. Il n'y a pas de transmission lors du premier trimestre parce que le fœtus n'a pas encore de lymphocytes CD4. Le plus gros risque de transmission a lieu au niveau de l'accouchement, avec 75% de risque. Et à l'allaitement, c'est seulement 14%, mais ce risque est facilement évitable, on le comprend facilement. Les facteurs qui vont favoriser cette transmission mère-enfant sont de différentes natures. Ils peuvent être liés à l'état d'avancement de la maladie chez la mère, avec par exemple des signes cliniques du VIH, du sida plutôt, le statut nutritionnel de la mère, un taux faible de CD4 ou une charge virale élevée. L'existence de co-infections, comme des infections bactériennes virales ou virales généralisées, des infections locales génitales ou des MST, et bien sûr une co-infection VIH-VHC ou VIH-VHB. Ce qui est très important, on le verra par la suite, c'est la charge virale à l'accouchement. Il y a une étude qui a montré entre 2000 et 2010 que si cette charge virale passe en dessous de 50 copies par millilitre, ce taux de transmission n'est plus que de 0,3%. Alors que si cette charge virale est à 10 000 copies par millilitre à l'accouchement, le taux de transmission s'approche des 6%. La présence de complications gynéco-obstétricales, comme des infections des annexes, un décollement placentaire ou une rupture prématurée des membranes, peut augmenter cette transmission. Il y a aussi un accouchement prématuré qui peut fortement augmenter ce risque et passer le risque à 7%. Et enfin, encore l'allaitement, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, nous allons aborder les moyens de cette prévention de transmission mère-enfant du VIH. Et cette prévention intervient sur les 3 périodes à risque que nous avons vues précédemment. D'abord en perpartum, avec le traitement antirétroviral, à l'accouchement, avec des protocoles thérapeutiques et une prise en charge obstétricale appropriée, et enfin en postpartum, avec un allaitement artificiel et un traitement du nouveau-né. Alors avant toute chose, il faut que la mère soit diagnostiquée VIH+, donc elle doit être dépistée. Alors évidemment, ce n'est pas à vous, biologistes, que je vais apprendre que le dépistage du VIH se fait par un test ELISA combiné de 4e génération, qui va retrouver les anticorps anti-VIH1, anti-VIH2 et l'antigène P24 du VIH1. Si ce test est positif, vous procéderez sur le même échantillon à un immunoblot ou un western blot. Et enfin, il y aura un prélèvement de contrôle sur lequel sera fait un nouveau test ELISA. Il y a aussi le dépistage rapide TROD, qui donne un résultat en moins de 30 minutes et qui détecte l'anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2. Mais ce n'est pas la méthode de référence. Si ce dépistage est positif, il y aura un bilan biologique initial qui sera réalisé. On le détaillera plus tard dans la présentation. Alors, quand doit-on dépister, si possible, lors d'une consultation préconceptionnelle, c'est l'idéal. Sinon, c'est proposé systématiquement à toute femme enceinte au premier trimestre, ainsi qu'au futur père ou partenaire de la femme enceinte. C'est également proposé au 6e mois de la grossesse ou à l'accouchement chez les femmes qui étaient VIH- en début de grossesse, mais qui ont une exposition à risque,
c'est-à-dire soit un partenaire VIH+, ou des partenaires multiples. Cette transmission, il faut pouvoir la détecter parce qu'une primo-infection pendant la grossesse est un très gros risque de transmission pour l'enfant. Alors, quel traitement nous allons... Non, excusez-moi, je me suis un peu perdue. L'objectif de ce traitement, c'est donc d'obtenir une charge virale indétectable à l'accouchement. Donc, on voit que ça aborde 2 points essentiels que je vous ai déjà évoqués. C'est donc l'accouchement, là où il y a le plus gros risque de transmission, et la charge virale qui influence énormément ce taux de transmission. On sait que l'efficacité de la prévention est plus liée au succès virologique qu'au type de traitement. Quand doit-on débuter ce traitement ? Eh bien, selon les dernières recommandations, un traitement antirétroviral doit être instauré chez toute personne vivant avec le VIH et quel que soit son taux de CD4. Donc, par conséquence, il doit être instauré chez toute femme enceinte ou désirant un enfant et qui est diagnostiquée VIH+. Je vais vous parler rapidement des risques associés à ces traitements. D'abord, pour le fœtus, il y a un risque de malformation lorsqu'on utilise les favirenz, surtout lors du premier trimestre de la grossesse. Un risque de toxicité hématologique lorsqu'on utilise la zidovudine, ou de cytopathie mitochondriale pour l'association zidovudine-lamivudine. Chez le nouveau-né, c'est une inhibition des enzymes surrénaliennes qui va être provoquée par l'utilisation de l'opinavir boosté. Pour la mère, les risques sont inchangés par rapport à son statut avant la grossesse. Par contre, pour la grossesse, il y a un risque de prématurité, principalement si la mère est en multithérapie. En revanche, il n'y a pas de retard de croissance intra-utérin. Quant aux effets à long terme, ils sont encore mal connus. On suppose des problèmes osseux, des problèmes rénaux, des cancers, voire de l'autisme, mais les études n'ont pas encore assez de recul pour le dire. Quel traitement et à quel moment et pour qui va-t-on donner ces médicaments ? Eh bien, pour une femme VIH+, enceinte et ne recevant pas encore de traitement antirétroviral, elle devra prendre 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, INTI, associés à un inhibiteur de protéase, IP, boosté au ritonavir. Donc 3 possibilités pour ces INTI. La zidovudine associée à la lamivudine, c'est le traitement le plus classique, qui a le plus de recul, mais comme on l'a vu tout à l'heure, il présente une toxicité mitochondriale. Le tenofovir et l'emtricitabine, c'est la deuxième solution. C'est une association qui est privilégiée en dehors de la grossesse, qui présente moins de toxicité mitochondriale, mais les effets à long terme sont mal connus. La troisième solution, c'est l'abacavir associé à la lamivudine. Mais pour cette prescription, il va falloir avant tout rechercher chez la maman la présence de l'allèle HLA B5701 qui peut entraîner des risques d'hypersensibilité. Et là encore, les effets indésirables sur le fœtus ou sur l'enfant à long terme sont mal connus. Concernant l'IP boosté, 3 solutions se proposent aussi. Le lopinavir, avec le plus grand recul, la plus grande expérience. L'atazanavir, pour lequel l'utilisation lors de la grossesse est même prévue dans l'AMM. Et le darunavir, pour lequel il y a moins de données lors de la grossesse, mais une bonne tolérance hors de la grossesse. Chez ces femmes, il y a une 3e alternative qui est l'utilisation de 2 INTI associés à de l'efavirenz, mais cela seulement au cours du 2e trimestre de la grossesse, car il est contre-indiqué au 1er trimestre, comme on l'a vu tout à l'heure. Une initiation de névirapine est également contre-indiquée dans la grossesse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les médicaments, de toute façon, qu'on va donner lors de la grossesse ont un risque de toxicité qui est plus ou moins connu. Et ceux qu'on recommande, on estime qu'ils ont un rapport bénéfice-risque plus favorable, d'autant que les autres molécules, on n'a pas assez de recul pour pouvoir déterminer leur risque sur l'enfant. Pour une femme VIH+, qui est déjà traitée, l'idéal, c'est de pouvoir discuter en amont de la grossesse de la conduite à tenir. Il va falloir adapter le traitement en fonction de sa tolérance personnelle et de l'efficacité du traitement, mais bien sûr à son état de grossesse.
Donc si son traitement contenait de l'efavirenz, il va falloir le changer avant le second trimestre de la grossesse. S'il contient d'autres molécules pour lesquelles il n'y a pas de données en cas de grossesse, il faudra modifier le traitement dans la mesure du possible par les médicaments que nous avons vus précédemment. Si ce n'est pas possible en fonction de ses antécédents de résistance ou de tolérance, on conservera son traitement. En cas de prise en charge tardive, alors il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. Ça peut être une femme qui est déjà VIH+, qui le sait, mais qui n'est pas suivie ou qui ne prend pas de traitement antirétroviral. Ça peut être une femme dépistée tardivement au cours du 3e trimestre ou à l'accouchement, ou encore une femme pour laquelle il y a une primo-infection pendant la grossesse. Dans toutes ces situations, il faudra instaurer le traitement immédiatement, avec 2 INTI et un IP boosté, comme on a vu tout à l'heure, et éventuellement ajouter de l'enfuvirtide sous-cutané ou du raltegravir si l'accouchement est probable dans un délai très court, ou si la charge virale est très élevée, ou s'il y a une primo-infection. N'oublions pas qu'on cherche à abaisser au maximum la charge virale avant l'accouchement. Donc pour cela, on peut également rajouter une perfusion de névirapine en monodose si la charge virale est élevée, supérieure à 400 copies par millilitre. Il y a encore plusieurs autres situations particulières à évoquer. Si la femme est infectée par le VIH2, avec une charge virale indétectable et que ses CD4 sont supérieurs à 500 et qu'elle n'est pas sous traitement. Là, on peut éventuellement envisager une monodose en fin de grossesse. Donc on va alléger les effets secondaires. Si sa charge virale est détectable et ou que ses CD4 sont inférieurs à 500, là, il faudra envisager une trithérapie comme nous avons vu. Et dans tous les cas, le nouveau-né ne recevra pas d'idovudine puisque le VIH2 est résistant Non, pardon, c'est le contraire. Il recevra de la zidovudine et pas de la névirapine puisque le VIH2 est résistant à cette molécule. Si la femme, en revanche, a une charge virale spontanément basse et des CD4 supérieurs à 350, on va essayer d'alléger le traitement. On va proposer une prise en charge différente avec une monothérapie au lopinavir boosté qui a été testée dans l'étude Primeva ANRS 135 et qui a donné de bons résultats. Le seul critère, c'est que si à 8 semaines de traitement, sa charge virale est au-dessus de 400 copies par millilitre, elle repassera une trithérapie normale. Si elle est co-infectée par du VHB, son traitement sera privilégié par de tenofovir et emtricitabine. Et enfin, s'il y a un déficit immunitaire profond avec un risque d'infection opportuniste pouvant provoquer un syndrome de reconstitution immunitaire, envisager une interruption médicale de la grossesse et le discuter avec la mère. Alors, le suivi du traitement est biologique et clinique. Au niveau biologique, il y a le bilan avant traitement, avec la recherche des co-infections VHB, VHC, CMV, l'hémogramme et la numération lymphocytaire, avec la répartition CD4, CD8, la charge virale avec l'ARN du VIH, le génotypage de résistance, les transaminases et la glycémie à jeun. En suivi de traitement, il y aura mensuellement la charge virale, la NFS, les transaminases et la glycémie, puisque c'est des paramètres qui sont souvent influencés par les traitements. Trimestriellement, on mesurera le taux de CD4 et au 6e mois, on fera la mesure de l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Le dosage des antirétroviraux est adapté au cas par cas selon la clinique et l'observance de la patiente. Au niveau clinique, le suivi obstétrical consiste à surveiller une menace d'accouchement prématuré. Quant à la tolérance clinique, elle sera évaluée ainsi que l'observance par des questionnaires simples. L'influence du VIH sur les facteurs obstétricaux. Une césarienne prophylactique à 38 semaines d'aménorrhée est généralement indiquée seulement si le dernier bilan à 36 semaines montre une charge virale à 400 copies, supérieure à 400 copies par millilitre. Sinon, il n'y a pas d'autres indications formelles. Une perfusion de zidovudine est également prévue quand la charge virale est supérieure à 400 copies par millilitre ou s'il y a eu des complications obstétricales. Dans ce cas-là, la perfusion sera faite en seringue électrique. Elle commencera 4 heures avant la césarienne ou le déclenchement et sera poursuivie jusqu'à la ligature du cordon. La première heure, elle recevra 2 mg kg et les heures suivantes, ce sera 1 mg kg/heure. En cas de rupture prématurée des membranes, si cela intervient après 34 semaines d'aménorrhée, on déclenchera ou on fera une césarienne sans attendre.
En revanche, si ça a lieu avant les 34 semaines d'aménorrhée, il faudra tout mettre en œuvre pour éviter la naissance prématurée. Alors, les suites de couches et le traitement du nouveau-né. Pour la mère, c'est simple, elle poursuit son traitement et on déconseille très fortement l'allaitement, voire on contre-indique l'allaitement, surtout en France. Quant au nouveau-né, son traitement va dépendre du terme et de la charge virale de la mère. Donc, si la dernière charge virale de la mère est inférieure à 1000 copies par millilitre et que l'accouchement n'a pas eu de complications et qu'il est arrivé à terme, ce sera de l'azidovudine avec 2 mg kg 2 fois par jour pendant 2 semaines, puis 4 mg kg par jour pendant 2 semaines. Donc un traitement prophylactique simple sur 1 mois. Ce sera exactement le même traitement si l'enfant est prématuré avec une charge virale inférieure... je crois que je me suis trompée. Ah non, c'est bon, inférieure à 400 copies par millilitre. Donc ce sera le même traitement, sauf si l'enfant fait moins de 1 kg. Dans ce cas-là, ce ne sera plus les mêmes posologies. Ensuite, si l'enfant est né à terme et que la charge virale de la mère était plus forte, donc supérieure à 1000 copies par millilitre, là on passera à une prophylaxie renforcée avec une trithérapie prenant zidovudine et lamivudine pendant 4 semaines et de la névirapine pendant 2 semaines. De la même façon, s'il est prématuré mais que la charge virale de la mère est supérieure à 400 copies par millilitre, il recevra cette trithérapie, donc cette prophylaxie renforcée. Sauf, là encore une exception, s'il est trop petit, que la voie orale est impossible, on donnera de l'azidovudine IV pendant les 4 semaines et de la névirapine orale à H0, H48 et J6. Et voilà, pour conclure, voici le schéma récapitulatif global de cette prise en charge. Et enfin, pour pouvoir affirmer l'absence de transmission mère-enfant du virus, il faudra obtenir 2 examens négatifs du nourrisson, dont au moins un mois après le traitement prophylactique. Une sérologie vers 18 à 24 mois reste justifiée pour identifier de très rares cas de contamination postnatale. Voilà, je vous remercie de votre attention de fin d'après-midi. Merci, Dr Marty, pour ce diaporama et d'avoir respecté les 15 minutes. Si vous avez des questions en salle concernant la thérapie VIH, mère-enfant, professeur Janqui. On ne fait plus les perfusions d'AZT pendant l'accouchement comme on le faisait avant. Sauf quand il y a une charge virale supérieure à 400. Oui, et ça, c'est un cas de césarienne, en fait. Mm. Donc pendant l'accouchement, il n'y a aucune indication de faire de l'AZT. Si, il y a quand même, si elle a une charge virale élevée, il y a la perfusion qui commence. Mais si la charge virale est élevée, on fait une césarienne. Oui, et on fait les deux. On fait la perfusion aussi. Oui, c'est ça. Si la charge virale est élevée, on fait la césarienne. Donc, je comprends qu'à ce moment-là, qu'on fasse la perfusion à l'AZT. Mais en dehors de ça, il n'y a plus d'indication comme on le faisait avant. Non. Okay. Ça, en fait, c'est le résumé du dernier rapport Morla de 2013. Donc, c'est les derniers recours.